J'ai parfois pris plaisir à imaginer des galeries entières d'œuvres d'art dont la description ne permettait pas de conclure que les divers objets matériels auxquels elles étaient liées avaient tous exactement le même aspect. Des galeries remplies de pelles à neige, de carrés de toile rouge ou de tableaux dont un seulement est le cavalier polonais de Rembrandt. Le philosophe Odo Marquard m'a reproché mon extravagance. Pourquoi, vu le fonctionnement du marché de l'art, ne pas m'être limité à un seul carré de toile rouge et avoir décoré les murs d'interprétation? Je ne suis pas sûr que la relation entre œuvre d'art et objet matériel soit fortuite, au point que la date d'un objet, son lieu de fabrication et les causes qui ont déterminé celle-ci soient indifférents à l'identité de l'œuvre, bien qu'ils puissent différer, comme c'est le cas de la date du ready-made, qui n'est pas celle où ce peigne particulier a été fabriqué. Mais tel n'est pas le problème qui me préoccupe vraiment, c'est plutôt le fait que l'indiscernabilité phénoménale de ces objets matériels sous-détermine les œuvres d'art en question d'une façon qui rappellera certainement aux esprits raffinés le problème de la traduction radicale avec lequel Keane a récemment tourmenté la philosophie du langage. Même si nous savions quels objets sont concernés par l'interprétation artistique, comment pourrions-nous déterminer quelle interprétation est correcte? Et correcte, car même Keane n'aimerait pas dire que n'importe quoi fait l'affaire. Si n'importe quoi faisait l'affaire, les problèmes sceptiques dus à la traduction radicale disparaîtraient, puisque pour qu'il puisse y avoir du faux, il doit être possible et qu'il y ait du vrai. Et le fait qu'on puisse imaginer d'innombrables œuvres ayant toutes le même aspect ne signifie pas qu'on peut donner d'innombrables interprétations du même objet, à supposer qu'il soit un candidat à leur interprétation. La théorie critique moderne semble souscrire à une théorie de l'interprétation infinie, presque comme si l'œuvre était finalement une sorte de miroir dans laquelle chacun de nous voit quelque chose de différent de soi-même, de sorte que la question de savoir quelle est l'image réfléchie correcte est dépourvue de sens. J'admettrai pour ma part que s'il existe une analogie avec le problème de Keane, alors la notion de fausseté est dotée de sens, ce qui implique que la question de la justesse peut être posée, et donc, pour parler crûment, que tout conte fait l'interprétation. Tout conte fait, l'interprétation n'est pas infinie. Je pense que nous ne commettrions pas d'erreur fondamentale en admettant que l'interprétation correcte de l'objet comme œuvre d'art est celle qui coïncide au plus près avec l'interprétation de l'artiste lui-même. Sans remettre à une coïncidence des interprétations nous met dans une position différente face à l'artiste que la tentative de découvrir quelles ont pu être ses intentions. Et la thèse correspondante ne tombe pas sous les objections que Susan Sontag formule à l'égard de l'interprétation en général. Car les interprétations auxquelles elle s'attaque ne débutent ou ne peuvent débuter que lorsque l'œuvre d'art est en place, établie comme telle. C'est alors que l'interprète commence à se demander ce que l'artiste fait réellement ou ce que l'œuvre signifie réellement. Sontag s'insurge contre une conception de l'interprétation qui transforme l'œuvre d'art en une exprimandum, en un symptôme par exemple. La théorie de l'interprétation est en revanche constitutive, car un objet n'est pas une œuvre d'art comme telle qu'en relation avec une interprétation. On peut exprimer cela sous une forme quelque peu logique. L'interprétation, telle que je l'entends, est transfigurative. Elle transforme des objets en œuvres d'art et dépend du « et » de l'identification artistique. Les interprétations de Sontag, qui sont explicatives, utilisent en revanche le « et » de l'identité ordinaire. Les interprètes qu'elles méprisent voient les œuvres comme des signes, symboles ou expressions de réalités cachées ou sous-jacentes. C'est à des états de ces réalités que l'œuvre d'art réfère réellement, ce qui exige que l'interprète maîtrise quelques codes, qu'ils soient psychologiques, culturographiques, sémiotiques ou autres. En effet, ces interprètes abordent l'œuvre dans l'esprit de la science, et il se pourrait fort bien que l'infinité des interprétations textuelles découle de l'infinité des perspectives scientifiques dans lesquelles une œuvre peut être considérée. Nous savons réellement trop peu de l'homme pour pouvoir
affirmer qu'à l'avenir, les sciences humaines ne nous livreront pas des aperçus neufs ou renouvelés sur l'art. En ce sens, l'artiste ne peut guère être plus conscient que nous de ses interprétations. Lorsque nous cherchons à confirmer ces interprétations, nous n'avons donc nullement besoin de disposer de beaucoup de renseignements au sujet de l'artiste. Cela signifie que Sontag s'élève au fait contre la Literaturwissenschaft, science de la littérature. Elle affirme avec raison peut-être que celle-ci ne rend pas nécessairement la littérature plus accessible, ni de fait de nous de meilleurs lecteurs. Elle adopte une position anti-intellectuelle et nous dit l'œuvre vous fournit tout ce que vous avez besoin de savoir à son sujet, si c'est l'expérience littéraire qui vous intéresse. Portez votre attention sur elle. Avec ce type d'interprétation, l'artiste ne se trouve certainement pas dans une situation privilégiée. Ma théorie à moi n'est pas dans l'esprit de la science, mais dans celui de la philosophie. Si les interprétations constituent les œuvres, il ne saurait y avoir d'œuvre sans interprétation, et toute œuvre dont l'interprétation est fausse a été constituée de manière erronée. Par ailleurs, connaître l'interprétation de l'artiste signifie effectivement identifier ce qu'il ou elle a créé. L'interprétation n'est pas extérieure à l'œuvre. Œuvre et interprétation font irruption ensemble dans la conscience esthétique. De même que l'interprétation est inséparable de l'œuvre, elle est inséparable de l'artiste si elle est son œuvre. Combien proche de celle de Duchamp est mon interprétation de Fontaine? Je pense qu'elle est assez, et en tout cas l'œuvre telle que j'ai cherché à la constituer pourrait être celle qu'il a créée. Les interprétations possibles sont limitées par la situation de l'artiste dans le monde, par l'époque et l'endroit auquel il vécut, par le genre d'expérience qu'il a pu faire. Un objet indiscernable de celui que j'ai évoqué aurait pu être produit de beaucoup de manières différentes, à beaucoup de moments différents, et être l'œuvre qu'il est. Il existe une vérité interprétative et une stabilité de l'œuvre d'art qui ne sont pas relatives du tout. L'interprétation profonde. Invité en 1981 par l'Association américaine de philosophie à participer à la réunion annuelle de la section de l'Est et à présenter un texte sur le sujet général de l'interprétation, j'ai saisi l'occasion pour étendre et clarifier mes réflexions sur l'interprétation formulée à la fin de l'essai qui précède. J'ai été incapable de trouver un argument décisif contre la respectabilité des interprétations profondes, mais j'ai compris que c'est à elles que doivent penser ceux qui argumentent contre l'interprétation en art, car le regard de l'interprétation profonde se porte toujours au-delà de l'œuvre d'art pour se poser sur autre chose. Parmi les nombreuses références qu'on trouvera dans ce texte, celle qui concerne la Chiesa of Santo Leone, Pietro Montagna, déconcertera peut-être les étudiants en architecture ecclésiastique italienne. Il n'existe bien sûr pas de telle église. Le nom n'est qu'une traduction chahuteuse en italien de celui de mon ami Leo Steinberg, dont je voulais mettre à l'honneur la théorie trop délaissée sur les diagonales morales du jugement dernier de Michel-Ange. C'était un cadeau pour lui, et d'ailleurs ses essais sont pleins de cadeaux cachés, de petits exemples appelant pour eux-mêmes une interprétation profonde, sans qu'on en ait besoin pour la simple lecture du texte. Mais telle lectrice ou tel lecteur découvrira quelque chose qui a été placé là spécialement pour elle ou pour lui. De nos jours, un concept d'interprétation se répand qui, bien qu'il entretienne une relation privilégiée au texte, n'a que peu en commun avec les exigences de l'interprétation, au sens plus commun de ce terme, qui se retrouve par exemple dans la question de savoir si telle ambiguïté ou incohérence est intentionnelle ou non, et si elle est accidentelle, comment remédier à des imperfections de ce genre, donc comment le texte doit être lu. Ainsi, la chronologie de Faulkner a ajouté au texte d'Absalom. Absalom est incohérente avec la chronique qu'on peut dégager de la narration notoirement tourmentée de ce roman. La première question qui se pose est donc de savoir si Faulkner s'est trompé ou si le texte du roman devrait être rectifié, ou alors s'il s'agit d'un choix délibéré afin d'inciter à une réflexion sur le temps, la voix et la narration, qui sont encore plus profondes que celles que la structure narrative déjà complexe suscite à elle seule dans la conscience littéraire du lecteur. Surtout, selon la dernière interprétation, la chronologie doit être conçue comme partie intégrante d'une œuvre
ailleurs aussi un récit, ce dernier étant perçu maintenant comme fragment. Il appartient à un objet littéraire plus complexe comme l'index plein de malice, de feu pâle, qui récapitule un mystère plutôt que d'aider le lecteur à s'orienter. En tout cas, l'identité de l'œuvre devient indéterminée jusqu'à ce qu'une décision soit prise. L'interprétation de routine se propose donc de déterminer l'identité textuelle. Et bien qu'il faille faire appel à tous les facteurs possibles pour corroborer une théorie, l'hypothèse centrale et directrice se réfère aux représentations qu'il est plausible que l'auteur lui-même ait entretenues quant à la façon dont le texte doit être lu. Bien entendu, ces représentations peuvent elles-mêmes changer. On pourrait imaginer par exemple qu'à sa surprise, Faulkner ait été rendu attentif à l'incohérence entre la chronique et la chronologie, mais qu'il ait décidé de tout laisser en l'état. Dans cette hypothèse, un problème textuel aurait été résolu par incorporation, mais l'œuvre se trouverait changée d'une histoire quelque peu conventionnelle, écrite en prose art déco, en un exercice moderniste de conscience de soi transgénérique, avec un gain ou une perte correspondant dans sa renommée critique. L'histoire de l'art et de la littérature abonde en occasions perdues de confrontations possibles. Ainsi, nous ne saurons jamais avec certitude si le chef-d'œuvre de Watteau, l'embarquement à Cythère, représente ces tristes et éphémères amateurs d'Eros, partant d'eux ou pour l'île de l'amour. Les deux façons de lire sont compatibles avec la formulation du titre, mais chacune exige une lecture différente de l'œuvre. Du fait de son ambiguïté, celle-ci occupe les limbes d'une indétermination du même type que celle du canard-lapin de Vienne. Comme la spéculation critique est sans fin, l'interprétation est sans terme. Mais le concept d'interprétation que je veux éclaircir ici n'a que peu à voir avec cela, bien que sa confusion avec les travaux textuels de l'érudition humaniste ait eu tendance à brouiller les différences. Ce concept de l'interprétation appartient moins au domaine des études de l'homme qu'à celui des Geisteswissenschaften ou des sciences humaines, comme je les nommerai afin de sauvegarder la forme agglutinante de l'expression allemande. Or, ces dernières rejettent toute référence aux représentations de l'auteur. Ce concept d'interprétation n'a pas grand-chose à voir non plus avec le problème des actions, pourvu d'une signification est conçue selon le modèle des textes, tout au moins lorsque des ambiguïtés et des incohérences comme celles qui sont rendues inévitables par la texture ouverte des paroles et des gestes demandent une interprétation ou en rendent une possible. Une action est pourvue d'une signification lorsque sa description fait référence à une institution ou une pratique sociale. C'est ainsi que déplacer une pierre uniquement en vue de sa translation spatiale ne serait pas un acte pourvu d'une signification, alors que tout ce que ferait un roi en tant que roi, ou parce qu'il est roi, serait un tel acte. Charles VII eut un geste excessivement généreux envers la garnison anglo-bourguignonne de Troyes, quand Jeanne d'Arc conquit cette ville pour lui, au cours de leur triomphe chevauché de couronnement vers Reims. Il permit à ses ennemis de partir avec armes et bagages. Les Anglo-Bourguignons interprétèrent le terme de bagage de manière astucieuse, quoique inélégante, comme comprenant les prisonniers qu'ils avaient pris en otage. Jeanne s'opposa à cet élargissement de l'extension du terme, mais en argua du fait que les prisonniers retenus en vue d'une rançon étaient une propriété précieuse, qu'ils devaient leur vie à leur valeur d'échange, qu'ils devaient littéralement être transportés comme les tentes et les chaudrons et nourris comme les chevaux. Bien que cette construction du terme ne correspondît certainement pas à l'intention de Charles, il accepta l'interprétation et ordonna le paiement des rançons dues. Il nous est impossible de savoir aujourd'hui s'il aurait fait preuve de la même mansuétude si les Anglo-Bourguignons avaient entrepris de démonter la ville de Troyes, arguant du fait que si les arcs sont classés parmi les armes, les pierres peuvent l'être aussi, puisqu'elles servent de munitions pour les catapultes. Cependant, comme Faulkner pour Absalom, Charles était en position d'autorité quant à l'interprétation ou aux interprétations permises,
quelles qu'aient été ses intentions précises, et une telle instance d'autorité est toujours requise lorsqu'il s'agit d'adapter un système de distinction, un langage, un code, un enseignement, une loi, à des circonstances pour lesquelles il ne saurait avoir été expressément mis au point. Si le système doit être assez flexible pour pouvoir fonctionner, on ne saurait se passer de l'interprétation, mais pour qu'il ne devienne pas élastique au point de ne plus être un système, une instance d'autorité est nécessaire. C'est ainsi que lorsqu'on se demande si l'avortement est un meurtre, si l'homme qui contraint à l'acte sexuel sa femme réticente se rend coupable de viol, si la théorie de l'évolution est réellement scientifique, si un révolutionnaire fait prisonnier est un criminel, ou s'il doit être traité comme prisonnier politique, si une action pourvue d'une signification doit être conçue comme un genre de texte, il s'agit chaque fois d'un problème d'interprétation. Et dans chaque cas, quelqu'un ou quelque chose est investi d'une autorité. Il y a peu de temps encore, c'est-à-dire à l'époque où dans les chambres analytiques d'Oxford on débattait par préemption de ce que nous disons lorsque, de ce que nous dirions au cas où, et de ce que nous devons dire selon que, on aurait considéré que les limites de l'interprétation relèvent de la philosophie, voire constituent son essence. Bien que ni en ces lieux ni dans les tribunaux de la vie sociale l'intention ne soit toujours invoquée comme telle, ce que des orateurs ou des gouvernants auraient pu vouloir dire, ou ont dû vouloir dire, ou ce qu'ils auraient admis après réflexion s'ils avaient été consultés, est couramment mis en avant au fil de l'argumentation casuistique et constitue ce qui se rapproche le plus d'une confirmation expérimentale d'une telle pratique interprétationnelle. En sorte que comprendre ce qu'un auteur aurait pu vouloir dire comme agent et comme autorité en même temps est d'une importance centrale pour ce type d'interprétation. C'est précisément pour cette raison qu'elle doit être distinguée du genre d'interprétation que je voudrais examiner ici. Il s'agit de l'interprétation herméneutique ou de l'interprétation profonde, comme je l'appellerai. Elle est profonde précisément parce qu'elle fait abstraction de toute référence à l'autorité qui constitue un trait conceptuel de ce que nous pouvons aussi bien appeler l'interprétation de surface. Cela est dû au fait que le niveau d'explication auquel réfère l'interprétation profonde interdit qu'un participant d'une forme d'action puisse en tant que tel y occuper une position d'autorité. Ou alors l'unique autorité qui est reconnue est celle du scientifique, dans notre cas le représentant des sciences humaines. La distinction aurait été plus évidente à une époque où la science n'était pas encore conçue simplement comme une forme d'action parmi d'autres, dans le cadre de laquelle on débat des paradigmes d'une manière qui ne se distingue guère de celle dont missionnaires et mélanésiens débattent de la morale sexuelle. Sans doute le scientifique ne crée-t-il pas les réalités par rapport auxquelles il détient de l'autorité et ne tire-t-il pas son autorité d'un tel acte, comme c'est le cas d'un auteur ou d'un gouvernant, mais même cela pourrait devenir l'objet d'un litige philosophique.